Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Option Région. Aujourd'hui, on parle d'urbanisme, on va parler aussi d'histoire, on va parler de mobilité, on va parler de transport. Et on va avoir une entrevue avec M. Bernard Demers, qui est conseiller municipal dans la petite municipalité de Béthanie. On va parler de la loi sur la protection des territoires agricoles et de l'avenir des petites communautés. Je vous ai dit dans ma première émission qu'à Option Région, on allait parler d'un nouveau système politique et économique. On va essayer de trouver des nouvelles façons d'aborder ça, de tracer le chemin, comme on dit. Mais pour ça, je pense qu'il faut aller voir dans le passé pour voir si on ne peut pas trouver des exemples intéressants de ce qui s'est fait. Souvent, là, quand on ne connaît pas le passé, on ne peut pas savoir comment on va construire l'avenir. C'est fondamental d'avoir une connaissance minimum de ce qui s'est fait dans le passé. On va parler d'urbanisme. Et l'urbanisme, ça a débuté il y a plus de 100 ans. Qu'est-ce que c'est que l'urbanisme? Bien, c'est l'art et la technique qui permet d'adapter l'habitat humain aux besoins des humains. Somme toute, c'est comment on fait pour mieux vivre sur notre territoire. On dit aujourd'hui que les entreprises emmènent large, que dans le fond, l'économie a pris le dessus sur le politique. Bien, c'était aussi vrai dans le passé. Et on va voir que, oui, il y avait des entreprises qui exploitaient les employés. Ça, c'est pas pour rien que les syndicats sont apparus. Mais il y a eu aussi des entreprises qui étaient plus intéressantes puis qui ont aidé à améliorer les conditions de travail de leurs travailleurs, leurs travailleuses. Et on va parler, en commençant, d'un des urbanistes qui a été les plus influents dans le monde moderne. On va parler d'un monsieur qui s'appelle Ebenezer Howard. C'est un Anglais qui a vécu entre les années 1850 et 1928. C'était un fils de commerçant qui habitait Londres et qui lui avait appris la sténographie, qui est l'art d'écrire rapidement des discours qu'on entend avec une méthode de mots raccourcis. Et c'était très important à l'époque parce qu'on n'avait pas les enregistrements comme on a aujourd'hui. M. Howard, après avoir fait ses études en sténographie, a décidé de s'en aller en Amérique, parce que c'était l'avenir, semble-t-il. Il a décidé de devenir agriculteur, mais il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas fait pour ça. Mais par contre, ça lui a permis de voir tout ce qui se passait en Amérique. Il y avait vraiment des développements extrêmement importants. Vous savez que les États-Unis se sont développés à vitesse grand V. Et il était dans le secteur de Chicago quand il y a eu le grand feu de Chicago en 1871 qui a détruit une bonne partie de la ville. Et là, il a pu assister à la reconstruction de cette ville-là. Il a vu toutes sortes d'expériences nouvelles en matière d'urbanisme, qu'on voyait des banlieues apparaître, etc. Et ça lui a donné le goût de faire quelque chose quand il allait revenir en Angleterre, ce qu'il a fait quelques années plus tard. Quand il est revenu en Angleterre, il était rédacteur des rapports officiels du Parlement. Ça lui a permis de voir tous les débats qu'il y avait à l'époque, à la fin des années 1800, sur les solutions qu'on pourrait apporter, notamment sur les questions de logement. Les députés ont été obligés de se pencher sur des solutions à apporter sur les problèmes de logement, notamment à Londres, parce que les grandes villes se sont développées extrêmement rapidement. C'était très pollué, c'était insalubre. Les gens vivaient dans des conditions extrêmement pénibles. Puis on dit même qu'en 1888, suite à une enquête, on a découvert que sur 900 000 habitants dans l'est de Londres, il y en avait 300 000 qui vivaient dans des conditions totalement inacceptables. Fait que ça prenait des solutions et vite. Finalement, c'est que, compte tenu du fait que dans ce temps-là, les gouvernements n'avaient pas beaucoup d'argent, c'est souvent les entreprises elles-mêmes qui devaient s'en occuper. Ce n'est pas toutes les entreprises qui étaient préoccupées par le sort de ses employés. Il y en avait beaucoup là, qui sacraient bien de ça, comme on dit. Il y avait juste le profit qui comptait, comme on le voit souvent aujourd'hui. Mais il y en a quand même un certain nombre là, de propriétaires d'entreprises qui ont dit « oui, on va faire quelque chose avec ça ». Puis parmi ces gens-là, il y avait entre autres William Lever. Il y avait aussi George Cadbury, qui était préoccupé par ces questions-là et que finalement, il a décidé de se lancer dans des projets de cité-jardin qui avaient été développés par notre monsieur Howard qui avait vu en Chicago comment ça s'était développé. Là, lui, il a dit il faut qu'on invente une nouvelle façon de lever les gens. Et c'est là que l'idée des cités-jardins sont apparues. Et qu'est-ce que c'était que les cités-jardins? Bien, c'était des petites villes qui devaient avoir au maximum 30 000 habitants. Pas de grandes mégalopoles. On voulait des petites villes, puis des villes qui seraient indépendantes l'une de l'autre pour éviter que ça devienne une trop grande entité. Et on dit que ces villes-là devaient être de forme circulaire. On dit qu'ils devaient être gérés et financés par les citoyens
qui avaient un intérêt économique entre eux, là. On dit également que la taille de ces municipalités-là devait être d'au plus 4 km², ça fait que c'est pas très grand. Les cités-jardins étaient entourées d'un périmètre de 20 km² à peu près de territoire agricole qui servirait éventuellement à nourrir les gens. Et on dit qu'il y avait des grandes artères, là, 6 grandes artères qui divisaient cette ville-là, qui s'en allaient vers le centre, où on avait toute une série de services qui étaient là. On parle d'hôpital, on parle de théâtre, on parle de magasins de toutes sortes, hôtels de ville, etc. Puis on dit même qu'à ce moment-là, les services étaient offerts là, dans un concept qu'on appelait le Crystal Palace, qui était une série de trottoirs qui étaient superposés avec des vitres au-dessus pour que les gens puissent aller faire leur commission sans être mouillés par la pluie. On sait qu'à Londres, ils mouillent souvent. C'était quand même des concepts qui étaient extrêmement d'avant-garde à l'époque. On dit aussi que s'ajoutait à ça un train. Il y avait un train et des manufactures qui étaient au pourtour de la ville pour faire en sorte que les gens puissent aller travailler à pied et aussi que les marchandises puissent sortir de la ville sans trop de problèmes. On dit que l'objectif des cités-jardins à l'époque, c'était de faire une symbiose entre la ville et la campagne, d'avoir aussi un travail qui était bien rémunéré, d'avoir des faibles coûts de loyer, d'avoir de jolies maisons entourées de jardins. Et on dit que, comme je disais tout à l'heure, les travailleurs pouvaient aller travailler à pied et étaient nourris par les fermiers qui entouraient la ville. C'était quand même un concept pas mal intéressant pour l'époque. Puis, c'est là qu'on voit que nos ancêtres étaient au moins aussi intelligents, brillants qu'aujourd'hui et que je pense qu'on devrait s'inspirer de temps en temps de ce qui s'est fait. Je vous ai parlé des cités-jardins pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un phénomène intéressant. C'est aussi à l'origine de nos villes industrielles qu'on a eues au Québec, là, que ce soit Shawinigan, Dolbeau, Arvida, Alma. Il y a beaucoup de villes qui ont été construites par des entreprises sur le modèle des cités-jardins en tout ou en partie, mais aussi parce que, entre autres, ce que ça nous rappelle, c'est que dans le fond, on peut se demander si on a vraiment évolué par rapport à dans ce temps-là. Il y a 100 ans, les gens allaient travailler à pied, les commerces étaient à proximité, alors qu'aujourd'hui, c'est tout désintégré, tout ça, et on voit des gens qui sont obligés de rester plusieurs heures dans leur auto chaque jour pour aller travailler ou pour pouvoir avoir accès à des services. Durant la campagne électorale, on a parlé beaucoup de transport, on a parlé de mobilité, il y a toutes sortes de monde qui avait toutes sortes de solutions pour régler nos problèmes de transport. Il y en a qui proposaient l'allongement du métro, des tramways, il y en a qui proposaient des nouveaux ponts, des élargissements d'autoroutes, etc., pour réussir à régler les problèmes de transport parce que les gens sont trop longtemps dans leur auto. Ben là, c'est que je ne suis pas certain qu'on est parti du bon bord, là. On n'est pas en train de répondre à la bonne question. La question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce qu'on manque d'autoroutes, c'est est-ce que, dans le fond, les gens travaillent trop loin de leur résidence? C'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Mon père avait l'habitude de dire que la solution est dans le problème. Mais pour ça, il faut être capable de voir le problème. Tant et aussi longtemps qu'on va penser qu'on manque d'autoroutes puis qu'on manque de métro, on ne se posera pas la question à savoir, la question principale dans tout ça, comment ça se fait que les gens ne travaillent pas plus près de leur logement? Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, il y a plusieurs solutions par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens puissent travailler tout près, dans leur maison si possible? Ça peut être par le biais du télétravail. Ça peut être aussi en installant les entreprises de plus en plus près des citoyens. C'est qu'autrefois, il y a 100 ans, les entreprises payaient, bâtissaient des villes, bâtissaient des logements, ils leur fournissaient pour presque rien à leurs employés. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça aujourd'hui? Je pense qu'il faut revenir à ça, rapprocher les gens de leur travail, des centres de services. Il faut qu'on soit à proximité. C'est ça qui va faire que d'abord, on va diminuer la pollution, parce qu'il y aura moins de routes, etc. On va diminuer aussi les coûts faramineux, là. Construire des routes, des ponts, ça coûte une fortune, c'est des milliards. Bien, cet argent-là pourrait être utilisé à d'autres choses, dans la santé ou autrement. On ne pourra pas continuer à dépenser des milliards de dollars dans les réseaux routiers, alors que dans le fond, on le sait, ça ne résoudra pas le problème. Ça va diminuer à court terme, mais on va se ramasser avec le même problème un peu plus tard. Allons au fond du problème. C'est comme ça qu'on va faire de la politique autrement. La politique autrement, c'est d'essayer de voir quelle est la vraie source de notre problème. On est à un bon moment, justement, pour amener cette idée-là que les entreprises devraient participer au logement, devraient participer à construire les quartiers dans lesquels il y aurait des entreprises, il y aurait des services, entre autres parce qu'on manque de personnel. Et une des difficultés que les entreprises vont avoir dans l'avenir, c'est la rétention de leur personnel.
Bien, si on construit des quartiers dans lesquels il y a des entreprises, dans lesquels il y a des services, à ce moment-là, c'est que les gens vont avoir une qualité de vie qu'ils ne voudront pas perdre. Alors, je pense que c'est vers là qu'il faut aller. On va passer maintenant à l'entrevue avec M. Bernard Demers, qui est conseiller municipal à Béthanie. Et là, vous allez voir, dans le fond, qu'il y a des liens avec toute l'histoire des cités-jardins que je vous parlais, là, de la proximité du travail. C'est une bonne illustration de ce qu'on devrait faire. Bonjour, M. Demers. Merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation d'Option Région. Vous avez été dans le passé professeur, vous êtes agriculteur, producteur forestier, spécialisé dans les arbres de Noël. Vous êtes également conseiller municipal dans la municipalité de Béthanie, en Estrie. Vous avez écrit cet été une lettre ouverte dans le journal Le Devoir dans laquelle vous lanciez un cri du cœur aux différents partis politiques, également à l'Union des producteurs agricoles, puis aussi au groupe écologiste. Puis vous disiez que vous vouliez donner un avenir aux petites communautés. Et le titre de votre article, c'était « Protéger les communautés, pas seulement le sol ». Bon. Ma première question, Monsieur Demers, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous décrire votre municipalité, là? Béthanie, c'est quoi le nombre d'habitants, la situation géographique, les services que vous avez? Si vous pouviez nous faire un portrait rapide de Béthanie, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, Béthanie, c'est une toute petite municipalité qui est située aux environs de Valcourt ou de Roxton Falls. Donc, on est au nord-est de Granby. C'est une municipalité qui s'est développée donc quand les cantons ont été ouverts. Alors, on parle de partir de 1797, l'ouverture des cantons. Béthanie a commencé aux environs de 1820, c'est pas clair. Parce que c'est une histoire qui n'a pas été beaucoup documentée, évidemment, comme c'était une petite communauté. Mais il reste que Béthanie a eu une église, un magasin général, une caisse populaire. Béthanie a donc eu de nombreuses familles. Aujourd'hui, évidemment, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de caisse populaire. On a dû fermer l'église il y a quelques années. On s'est fait voler notre cloche, d'ailleurs. Et le dépanneur est fermé depuis quelques mois. On se retrouve maintenant avec moins de 300 habitants, 287 si ma mémoire est bonne. On est à peu près 125 payeurs de taxes. Ça vous donne donc une idée qu'on est à un ratio de 2,5 habitants par terrain. Donc, ça veut dire que les familles sont en train de diminuer. On a une population vieillissante. On n'a évidemment plus d'école. On avait une école, elle a été fermée. C'est qu'en fait aussi, on n'a pas été aidé au niveau politique. Donc, on nous a changé de MRC, on nous a changé de comté. On nous a utilisés pour faire les poules qu'il fallait faire pour créer des MRC assez fortes à tel ou tel endroit. Et donc, à travers tout ça, on a complètement déstructuré notre tissu. Autrefois, par exemple, les gens ici allaient vers Granby, les enfants allaient à l'école secondaire à Waterloo. Maintenant, les enfants doivent aller vers Actonville, puis vers Saint-Hyacinthe. Donc, on nous a complètement déconnectés même de nos routes historiques. Ce qui fait qu'on n'existe plus, on n'est plus un village à toute fin pratique, on a un hameau d'une douzaine de maisons, et pour le reste, on vit sur nos terres. On combat ça le plus fort qu'on peut. On a un groupe de loisirs qui est fort. On tient un encan tous les vendredis soirs. On fait de la danse en ligne. On fait un bingo. On essaie d'avoir une vie de groupe. Mais évidemment, c'est très difficile dans les circonstances. Quand vous n'avez plus de parvis d'église pour pouvoir vous chicaner le dimanche, ça vous fait donc un lieu de rencontre de moins. Dans votre lettre au devoir, vous indiquez que plusieurs municipalités ont demandé une révision de la loi sur le zonage agricole pour être capable de pouvoir se développer. Mais ce que vous dites, c'est que vous avez eu comme réponse plutôt de dire on va renforcer la loi actuelle, autant de la part de l'UPA que des écologistes. Puis vous indiquez que dans le fond, vous nous avez dit dans votre lettre là, que la loi actuelle ne protège pas les terres agricoles. Puis même, vous allez plus loin que ça. Vous avez dit que dès le départ, il y a 40 ans, quand on a mis en place la loi sur le zonage agricole, c'est que ça n'a pas protégé les meilleures terres agricoles. C'est que dès le départ, c'était faussé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, comment vous avez vu voir apparaître la loi sur le zonage agricole?
Oui, ben en fait, c'est ça. Quand j'entends l'UPA, je comprends son point de vue parce que je sais ce qu'elle défend. Quand je vois la Fondation David Suzuki se joindre à ça, je me dis, mon Dieu, qu'ils sont ignorants et qu'ils devraient venir s'instruire de la réalité agricole avant d'appuyer un renforcement de la loi comme elle est. La loi, au départ, est viciée. Pourquoi? Elle est viciée sur deux éléments fondamentaux. D'abord, elle date de cette époque où on divisait les fonctions humaines. On voulait qu'on dorme à tel endroit, on travaille à tel endroit, on s'amuse à tel endroit. Alors, les banlieues ont été pensées comme ça. Vous faites des maisons, mais vous n'avez pas le droit de mettre un dépanneur. Vous devez prendre votre auto puis rouler 3 kilomètres pour aller au centre d'achat. Vous devez prendre votre auto puis aller à 6 kilomètres pour aller à l'école. C'est ridicule. Surtout à une époque comme maintenant où on dit non, il faut agir localement, il faut se déplacer localement. Autrefois, on habitait, on travaillait et on s'amusait dans un même secteur d'à peu près 1 kilomètre. Si on veut vraiment être écologiste, il faut qu'on revienne à des modèles où on peut faire les choses en proximité. Alors, on nous dit, oui, il faut habiter dans le plateau Mont-Royal. On ne peut pas tous habiter dans le plateau Mont-Royal, mais on peut tous avoir une densification locale qui serait presque aussi importante que le plateau Mont-Royal. Donc, plutôt que d'amener tout le monde dans des grandes banlieues où il n'y a aucun service à proximité sans prendre son automobile, il faut au contraire ramener les gens vers des lieux ponctuels. C'est ça qui a été vicié au départ. On a voulu industrialiser l'agriculture. La loi favorise le remembrement des terres. Donc, plutôt que de favoriser qu'il y ait des habitants avec les terres, on a dit non. Une terre se vide, parfait. L'autre à côté la reprend, et la reprend, et la reprend. Donc, on a favorisé des intégrateurs qui possèdent des terres gigantesques, qui, eux, habitent en banlieue, ont des ouvriers agricoles qui roulent 30 ou 40 kilomètres pour venir travailler tous les jours dans la porcherie, hein, et il n'y a plus personne qui habite la terre à tout un petit. Puis quand on achète une autre terre, qu'est-ce qu'on fait? On démolit la maison pour payer moins cher de taxes municipales. Et quand une maison est démolie, un an après, on n'a plus le droit de la construire. Donc, la loi, au départ, a favorisé le sol au détriment des gens, au détriment des familles, au détriment des villages. On a dit, on va industrialiser. La campagne, c'est plus fait pour y être habité, c'est fait pour produire industriellement de la nourriture qu'on va distribuer industriellement dans des gros camions pour amener ça dans les banlieues où les gens vont se déplacer, chacun avec leur automobile, pour aller dans des gros centres d'achat pour acheter la bouffe industrielle qu'on aura préparée. C'est une vision des années 70 dans ce qu'elle avait de pire en termes de développement humain et en termes de développement environnemental. C'est aussi saut que la 132 sur le bord du fleuve qui gaspille tous les paysages et qui bloque l'accès au fleuve. C'est du même ordre que ces choses. Ça, c'est le premier vice de la loi. Le deuxième vice, c'est qu'au départ, on a dit, pourquoi que ça proteste trop dans les villes autour de Montréal? On va vous accorder des zones de développement. Donc, dès le départ, dans la loi, on a laissé des zones de développement. Moi, quand la loi est passée, je faisais régulièrement la route Montréal vers Béthanie. Quand je passais le fleuve, il y avait Brossard. Brossard, ça s'arrêtait à Boulevard Tachereau. Après ça, Brossard s'est arrêté à Boulevard de Rome. Après ça, Brossard s'est arrêté à la traque de chemin de fer. Après ça, Brossard s'est arrêté au viaduc après la traque de chemin de fer. Puis là, c'est rendu à la 30, avec le quartier 10-30. Puis là, on sait qu'avec le REM, on demande déjà de dépasser la 30. C'est aberrant. Tout ça, c'était des terres agricoles de grande qualité. Candiac, Brossard, Boucherville, c'est construit sur les plus belles terres agricoles du Québec. De l'autre côté, quand vous allez vers Joliette, avant ça, vous dépassiez la rivière l'Assomption, puis vous rouliez jusqu'au village d'Assomption, il n'y avait pas une maison. Maintenant, c'est bâti jusqu'à la sortie pour Joliette. C'est bâti sur 35 kilomètres, ce ne sont que des maisons, là encore sur des terres absolument splendides. Drummondville, c'est la même chose. Saint-Hyacinthe, c'est la même chose. La loi n'a jamais empêché les développements des banlieues. La loi n'a jamais empêché de gaspiller les plus bonnes terres. Mais moi, ici, sur un pit de roche, je n'ai pas le droit de construire une maison. Ici, dans un ravin profond où il n'y a pas un tracteur qui peut passer, je n'ai pas le droit de construire une maison sur pilotis. Bref, on tue les petites municipalités. Ce que vous nous dites, là, c'est que actuellement, là, avec la loi qu'on a,
on protège les moins bonnes terres agricoles, les terres de roche, puis on laisse partir les autres. Puis finalement, quand on regarde les statistiques, on dit, ben, on n'a quasiment pas enlevé de bonnes terres, mais dans la réalité, c'est pas ça pantoute. Puis il y a aussi, je sens aussi que, tu sais, j'ai déjà dit ça, moi, que j'ai l'impression que les gens qui sont dans des milieux totalement artificiels comme à Montréal veulent que le reste du Québec soit 100% naturel. Tu sais, il y a comme une espèce de contradiction là-dedans qui est un peu plus que questionnable. Mais en parlant de questionnable, vous avez questionné tous les candidats lors de la dernière campagne électorale. Là. Vous avez fait parvenir une lettre vous avez, en leur demandant de changer la loi pour que les petites municipalités puissent se développer. Quelle a été leur réponse? J'ai eu un accusé de réception du Parti libéral qui m'a dit que le dossier allait être transféré à M. Lessard, qui à l'époque était ministre de l'Agriculture, qui ne l'est plus donc depuis hier soir. Et puis, pour ce qui est des autres, je n'ai même pas eu d'accusé de réception. Donc, il y a eu l'UPA qui m'a fait un accusé de réception en me disant que ma lettre était transmise au président. La Fondation David Suzuki ne m'a pas répondu et aucun des autres partis, donc ni Québec solidaire, ni le Parti québécois, ni la CAQ n'ont répondu à ma lettre. Je voudrais revenir en terminant sur la question. Vous disiez que vous n'acceptez pas que les groupes environnementaux ne puissent pas s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça. Parce que dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que les groupes environnementaux sont là pour protéger les milieux, ils sont là pour protéger, on pourrait dire, les milieux de vie, mais que dans le fond, le milieu de vie du village, là, ils ne s'aperçoivent pas qu'il est en train de disparaître. Est-ce que vous avez une explication? Pourquoi est-ce que les groupes environnementaux ne sont pas capables de prendre la défense des petites communautés? Ils sont prêts à défendre tous les milieux naturels, des animaux, des poissons, etc., mais les milieux de vie des humains, ils ne sont pas interpellés par ça. Comment vous expliquez ça? Bien, je pense que c'est beaucoup de l'ignorance. Les gens ne comprennent pas. Quand vous avez une méga porcherie, par exemple, et puis qui est entourée par des terres sur lesquelles on fait du maïs de façon intensive, hein? Puis on fait du maïs, pas tant pour avoir du maïs que pour pouvoir faire absorber le lisier par les sols. Alors, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça prend 6-7 ouvriers agricoles, puis chacun d'entre eux, il vient en automobile au travail, puis qui repart du travail en automobile. Hein? Donc, les gaz à effet de serre, ils ne savent pas. Ils n'y pensent pas. Ils pensent que les gens habitent là, mais les gens ne peuvent pas habiter là. Il n'y a plus de maison, elles ont été démolies. On n'a pas le droit d'en construire de nouvelles. Après ça, ils ne savent pas que quand on laboure les sols, on libère des gaz à effet de serre. Hein? Puis donc, ils ne savent pas que les modes traditionnels industriels, qui sont basés sur le labour et le gros travail des sols, bien, c'est très nocif pour l'environnement. Ils ne savent pas. Hein? La quantité de gaz à effet de serre rejetée par l'agriculture industrielle traditionnelle, c'est épouvantable. Après ça, ils savent pour les bovins. Là, maintenant, ils savent qu'une vache qui pète, une vache qui rote, ça, c'est pas bon. Hein? Bon, c'est vrai qu'on pourrait réduire fortement notre consommation de viande rouge, favoriser d'autres viandes, hein? Le lapin, le poulet, etc., qui ne posent pas de problème là, en termes de gaz à effet de serre. Mais si vraiment on réfléchit, puis qu'on regarde au-delà des petits oiseaux puis du renard joli dans le bosquet, on réfléchit sur l'impact de l'agriculture industrielle, on se rend compte que c'est un modèle qui n'est pas viable au plan environnemental. Alors, quand je réduis les terres, quand je rapproche les gens, quand je fais des communautés plus petites, mais qui sont à proximité et davantage en autarcie, finalement, je réduis les besoins de transport. Et surtout que maintenant, on peut travailler à distance. Je peux parfaitement, moi je continue à faire des contrats dans un domaine qui n'est absolument pas l'agriculture. Je n'ai pas besoin de bouger chez moi pour écrire des rapports, pour produire quelque chose, parce que j'ai Internet. Alors, on est plusieurs personnes qui pouvons comme ça travailler à distance. Il y a de plus en plus d'employeurs qui ont compris que c'est un modèle possible. Et à ce moment-là, que je reste dans mon appartement à Verdun ou que je sois à Charlebourg ou que je sois dans le Lac-Saint-Jean ou que je sois à Béthanie, c'est pareil. Pour l'employeur, il n'y a absolument aucune différence. Mais moi, je peux participer à une communauté qui est plus petite, qui est plus à échelle humaine et qui fait qu'on gaspille moins d'énergie, dans tous les sens du mot, moins d'énergie et moins de temps dans les transports et qu'on est plus branché, connecté à une communauté humaine.
Est-ce que vous pensez que si vous aviez un peu plus de latitude par rapport à l'utilisation des terres, par exemple, comme le morcellement, pour faire des cultures qui sont plus petites, des cultures maraîchères, qui vous dites que ça pourrait faire vivre des familles, est-ce que vous pensez que vous pourriez attirer vraiment des jeunes puis qui pourraient redonner une vie à votre communauté? Tout à fait. Tout à fait. Non seulement, on en connaît. On en connaît qui voudraient venir. Hein? Alors, on a même regardé les possibilités d'essayer de faire ce qui avait été fait dans d'autres coins des cantons de l'Est, où on a loué des parties de terre à des jeunes pour essayer de partir. Et le jeune qui veut s'investir, à un moment donné, c'est frustrant d'être toujours en location. Puis, moi, je peux pas lui céder ma terre, parce que si chef, je dois tout céder. Puis, combien de gens voudraient rester sur leur terre puis se retrouvent à devoir partir dans des pensions de vieux qui sont dans la fameuse petite ville à côté, celle de 12 000, 15 000 ou 30 000 habitants? Et on l'oblige. Il ne peut pas rester chez lui. Alors qu'il y a un coin sur le bord de son ruisseau où c'est pas cultivable, on ne peut même pas faire pousser une patate. Il aurait pu se faire sa petite maison puis passer ces vieux jours-là. Non, non. Il faut qu'il aille dans un mouroir, il faut qu'il aille dans un CHSLD, il faut qu'il augmente les charges de l'État. Hein? Et puis que ses enfants ne le voient plus, parce que ses enfants, eux, ils ont peut-être repris la terre s'ils ont été chanceux. C'est quoi cette idée-là? Tout dans la loi actuelle est au détriment des humains. Tout. C'est vraiment pensé uniquement pour l'industrie. Et comme on ne parle pas d'agriculture, c'est pas une loi de protection du territoire agricole, c'est une loi de protection de l'industrie agricole. Monsieur Demers, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Dans le fond, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut faire une agriculture qui va tenir compte des réalités des petites communautés. Il faut qu'on soit capable d'assurer la survie des petites communautés aussi. Bien, j'espère qu'on va aller dans ce sens-là parce qu'on a grandement besoin. Puis, je pense qu'on a besoin d'innovation. Puis, vous nous avez amené des pistes, à mon avis, qui sont très pertinentes. Bien, merci beaucoup. Puis, en souhaitant qu'on ait bientôt une loi sur l'occupation du territoire davantage que peut-être l'occupation industrielle du territoire. Espérons-le en effet. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour. C'est ainsi que ça termine notre émission. La semaine prochaine, d'autres actualités. Une entrevue également avec Mathias Rioux, qui est un ancien député, ancien journaliste et nouvellement possesseur d'un doctorat à 84 ans. On va parler de la Gaspésie, un spécial Gaspésie. Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.